Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès. Aujourd'hui, épisode 162, donc les 5 pratiques de gestion non négociables que tu fasses 500 000 de chiffre d'affaires ou 50 millions. Donc aujourd'hui, que tu démarres ou que tu diriges une entreprise de 50 millions, il y a 5 pratiques de gestion qui changeront jamais. Donc 5 incontournables que les meilleurs dirigeants appliquent, peu importe la taille de l'entreprise, leur industrie ou même leur niveau d'expérience. Donc, c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Donc, ces 5 pratiques-là qui sont non négociables, qui vont faire la différence entre une entreprise qui dépend de toi et une entreprise qui est capable de se tenir debout, pas en théorie, du vrai concret comme à chaque fois je le fais. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et surtout, je t'aide à sortir des opérations et à bien gérer ton équipe. Donc, je veux te partager aujourd'hui vraiment ces 5 pratiques-là. Et dans le fond, on peut penser des fois que selon la taille de l'entreprise, ça ne change pas tant que ça les pratiques de gestion. La gestion, certains principes demeurent les mêmes. La structure, elle, oui, va changer. Évidemment, quand on est le leader qui fait un petit peu tout versus quand on a une équipe de direction, c'est plus du tout la même structure. Mais les rôles de gestion, eux, les pratiques demeurent toujours les mêmes. Donc, ce qu'on veut voir aujourd'hui, puis ce qui peut ressortir, c'est des fois, on va révéler ce qui peut être négligé des fois dans la gestion. Et ne minimisez pas l'impact de votre gestion dans vos équipes, dans votre entreprise, sur les résultats, évidemment. Donc, beaucoup pensent qu'à un certain niveau, ils n'ont plus besoin de gérer comme avant parce qu'ils sont rendus ailleurs. Et à quelque part, ce qui est vrai, c'est que oui, le leader qui prend de la hauteur, qui devient un petit peu plus propriétaire, qui se retire, effectivement, il va plus jouer ce rôle de gestion-là, mais il va peut-être avoir engagé un directeur général ou va avoir un comité de direction qui va s'en occuper. Mais vous restez jamais bien loin parce que vous voulez quand même savoir ce qui se passe dans votre business. Donc, il faut comprendre que les meilleurs dirigeants qui fassent 50 millions de chiffre d'affaires font exactement quand même la même chose. Il y a certains principes clés qui vont se poursuivre que tu en fasses un demi-million. Ils font juste mieux, plus vite, puis avec plus de constance parce que sont entraînés, sont habitués et la portée est peut-être un peu plus large, mais rien de moins que ce qu'ils font. Donc, 5 pratiques non négociables, peu importe où ce que tu en es. Et je vais te dire, en fait, évidemment, comme à chaque fois, ce que des fois, on n'aime pas entendre, mais je vais te dire les vérités pour que tu puisses les travailler et surtout les mettre en application. Donc, pourquoi est-ce que c'est important que je te parle de ça aujourd'hui? C'est que moi, je travaille régulièrement avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui fassent entre 500, 800 000 et 8 millions de chiffres d'affaires. Je vois tout le temps les mêmes problèmes. Ils ont toujours les mêmes défis avec l'enjeu de l'autonomie des équipes, des surcharges de travail, ils ont une charge mentale incroyable, les micro-fuites d'argent qui part un petit peu partout et des conversations, et mon Dieu qu'on n'en parlera pas assez, des conversations qu'on évite de faire. C'est souvent le nœud de la guerre. Donc, le diagnostic est presque toujours le même. Ce ne sont pas des outils. Le marché ou les employés qui sont problématiques, c'est qu'une ou plusieurs des 5 pratiques de gestion que je vais te nommer sont pas mis en place ou bien intégrées, tout simplement consolidées et dans les routines habituelles. Donc, aujourd'hui, je pose le cadre avec toi, les 5 pratiques qui font partie des fondations, puis s'il y en a juste une qui manque, ça se peut qu'on va compenser à quelque part. Donc, et compenser, ça devient épuisant. Alors, je vais vous éviter ça. Concrètement, je vais vous dire ce que moi, je vois sur le terrain pour que vous puissiez, évidemment, apporter les corrections. Donc, on commence avec les incontournables. Donc, pour chaque pratique, évidemment, je vais te dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc, la première pratique, c'est un rôle que tout leader doit faire, c'est-à-dire décider, prendre des décisions, mais surtout assumer les décisions qu'il prend. Donc, un dirigeant, ça prend des décisions, OK? Pas des suggestions, pas des consultations à l'infini, des décisions qui sont claires, datées, assumées. Et oui, il y a un risque quand on prend une décision. On n'a pas toujours tous les éléments pour prendre la décision et on doit prendre la décision avec les éléments qu'on a en notre possession. Donc, pourquoi est-ce que c'est un non négociable? Parce qu'une entreprise avance à la vitesse des décisions de son dirigeant. Si on tourne en rond, si on consulte tout le monde pendant des semaines, il ne se passera rien, on ne bouge pas. Donc, pas de décision, pas de mouvement. Donc, ça fait partie de votre rôle. En fait, ce qui fait que les gens vont décrocher, c'est qu'ils vont reporter, ils vont consulter en boucle, ils vont chercher toujours le fameux consensus que vous n'aurez jamais, OK? Donc, on attend
d'avoir la bonne information, d'avoir tout ce qu'on devrait avoir en main. Puis pendant ce temps-là, ben elle, votre équipe aussi attend que vous bougez et le marché, lui, il bouge et les opportunités peuvent passer. Donc, quand tu décides, tu donnes une direction et une équipe sans direction claire peut pas être autonome. Elle attend, elle est dans l'attente de toi. Donc, une mauvaise décision prise à un temps vaut souvent mieux qu'une décision prise trop tard. Donc, retenez ça. Donc, ça, c'était la première pratique, décider. Maintenant, la deuxième pratique, c'est communiquer les attentes. On pense, et je dis bien clairement et de façon répétée. C'est sûr qu'on ne veut pas passer notre temps à se répéter à l'infini, mais le manque de clarté, je vous jure qu'il est bien présent dans la réalité des entrepreneurs avec qui je travaille. Souvent, on pense qu'on est clair et on est tout sauf clair. Donc, un dirigeant va rendre ses attentes visibles sur le rôle qu'il attend de son équipe, les résultats, les livrables, OK? Les standards, les comportements qu'il attend et surtout sur les délais qu'il veut que ce soit fait. Et pourquoi est-ce que c'est non négociable de faire cet exercice-là? Parce que tu ne peux pas tenir quelqu'un imputable d'une attente qui n'a jamais entendu parler clairement. Et vous devez valider sa compréhension parce qu'il peut vous dire oui, oui, mais son oui, oui dans son livre à lui versus votre oui, oui n'est pas des fois le même. Donc, vous pensez souvent que ça devrait être évident, que le gros bon sens devrait faire état d'usage et qu'il devrait le savoir. Et ça vous crée des frustrations en silence parce que malheureusement, la définition du gros bon sens n'est pas la même pour personne et ne présumez pas qu'ils savent ou qu'ils comprennent. OK? Les communications, c'est toujours le grand défi dans la gestion, dans toute situation, j'ai envie de dire. Donc, restez pas avec des frustrations, clarifiez vraiment ce que vous voulez et en fait, attendez pas de devoir le faire ou le finir par vous-même parce que ça vous écœure tellement ou que vous explosiez après 3 mois. Donc, on doit être clair. Des attentes claires, ce que ça fait, c'est que ça crée de la sécurité, OK? Ça amène les gens à devenir autonomes et de la performance. Ça met un cadre qui est clair et défini. Et l'équipe, elle sait sur quoi elle va être évaluée, puis c'est qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, le flou, souvent, je m'excuse de dire ça, c'est toi qui le crée. C'est le leader qui veut aller trop vite, puis qui lance ses affaires sur un coin de table. Et c'est toi qui paies le prix de ça. Donc, on y va avec clarté et on nomme les attentes. Maintenant, la troisième pratique de gestion, qui se fait pas assez malheureusement, c'est de tenir le monde imputable. Donc, ce ne sont pas juste des exécuteurs de tâches. Ils sont imputables, ils sont responsables, OK, de ce qu'ils doivent faire. Donc, évidemment, avec respect, il faut le faire avec respect, puis sans prendre de recul ou de retourner en arrière. Donc, un dirigeant doit faire les suivis. Il doit nommer ce qui observe que les gens ne sont pas livrés et il doit donner, il doit faire, prendre des décisions impopulaires, je reviens à ce que j'ai dit au début, mais aussi avoir des conversations qui vont déranger, des conversations difficiles. Et c'est souvent ça qu'on évite de faire. Et j'en parle dans plusieurs de mes épisodes. Donc, pourquoi est-ce que ça devient non négociable? Parce que sans imputabilité, les standards finissent par baisser. Et toujours et partout. Donc, si vous ne les ramenez jamais, cette imputabilité-là, ben, ils se disent, dans le fond, personne qui check et personne qui dit rien. Donc, ils sont responsables de ce qu'ils font, au niveau où ils se situent dans votre entreprise. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu évites la conversation que tu devrais avoir, tu vas donner une 4e chance peut-être, puis tu te dis, je vais y en reparler. Puis là, je vais y en reparler, ça tombe en 2 chaises parce qu'il y a plein d'autres affaires qui se passent, puis tu y en reparles jamais. Et là, le standard de l'équipe descend au niveau du moins performant. Parce que les autres autour vont faire comme, ah ben, il fait comme ça, puis c'est correct, puis il se passe rien. Fait que, à un moment donné, tout le monde, tranquillement, descend sa performance. Donc, c'est vraiment un couteau à 2 tranchants de ne pas vous occuper de ça et de ne pas tenir les gens imputables de leurs actions, de ce qu'ils ont à faire, des attentes que vous avez d'eux, finalement. Donc, quand tu tiens le monde imputable avec respect, t'élèves ton équipe. Les bons vont rester, puis les autres, ils ont comme pas le choix de monter un peu pour s'ajuster, puis si ça ne leur convient pas, des fois, ils vont s'en aller, ce qui peut être un cadeau, finalement. OK? Et enfin, je répète, ce que vous tolérez devient votre standard. Alors, on veut quel standard dans notre entreprise?
Ça fait du sens ce que je te dis. Écris dans les commentaires, fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne, ça nous aide toujours et je partage du contenu comme ça à chaque semaine. Et là, maintenant, j'enchaîne avec la 4e pratique de gestion non négociable. Développez votre monde. C'est votre plus grand atout. C'est votre agent multiplicateur. Donc, on ne veut pas juste les utiliser. Ils ont une véritable valeur ajoutée. Pour la plupart, ce sont des diamants bruts mal exploités. Donc, un dirigeant, un vrai dirigeant, un bon leader fait grandir ces gens. Il les forme, il les coach, il leur donne du feedback, il les fait monter de niveau en compétences. Et sans développement, ton équipe, elle va stagner. Et si ton équipe stagne, ton entreprise stagne. Point barre. OK? Donc, quand tu engages, tu mets ça job, tu attends que ça performe, puis quand ça ne performe pas, tu remplaces ou tu tournes sur place. OK? Donc, développer le monde, c'est multiplier vraiment ta capacité. C'est aussi ce qui va te permettre de sortir des opérations parce que d'autres vont devenir compétents, puis on voudrait qu'ils deviennent plus compétents que toi, puis c'est bien correct parce que c'est plus à toi de le faire. Donc, souvent, c'est pas un problème de recrutement. Je le dis tout le temps, on ne cherche pas la perle rare. On cherche l'excellent profil qui va avoir la capacité de se développer et devenir votre meilleur employé, la perle rare. Donc, on cherche le diamant brut qu'on va polir à l'interne, OK? Et c'est ça la réalité, c'est que souvent, on a plus, c'est pas tant le recrutement le défi, c'est plus comment qu'on les développe et qu'on les forme à l'interne. Et maintenant, je termine avec la 5e pratique non négociable. Faut mesurer. OK, il faut regarder la réalité en face. On ne peut pas naviguer à l'aveugle si on n'a pas de commande. Donc, l'avion, il pilote pas juste, puis en plus, les avions maintenant, ils pilotent pas mal aux appareils, c'est-à-dire qu'ils vont regarder des chiffres, ils vont regarder des données. C'est la même chose. Vous devez mesurer ce qui compte. Les chiffres, la performance, la rentabilité, les indicateurs humains. Ceux-là sont plus difficiles parce que ce n'est pas toujours des chiffres. Donc, on va regarder les indicateurs de rendement humain, les délais, la qualité. OK? Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Et là, si tu ne mesures rien, tu finis par avancer à l'aveugle et tu te mets en mode réaction constamment. Et il n'y a personne qui... Et quand on est en mode réaction, on est le pompier de service. Donc, si vous ne voulez pas être le pompier de service, il faut apprendre à mesurer. Donc, si tu fonctionnes au feeling, tu vois que le chiffre d'affaires, mais pas la marge, tu sais pas où ce qui vont vraiment les fuites ou ce qu'il y a vraiment des pertes dans ton entreprise, ben tu finis par prendre des mauvaises décisions ou prendre des décisions à l'aveugle, puis au final, ça peut coûter très, très cher et ça vous crée un véritable stress, OK? Donc, quand on mesure, ce que ça fait, c'est qu'on arrête de gérer dans le brouillard. On amène de la clarté. On va voir ce qui marche. On va voir ce qui vous draine. On va voir ce qui mérite d'être amplifié. On va voir sur quoi qu'on peut travailler. Donc, c'est de marier un peu les chiffres avec la réalité terrain. Et ça, c'est un défi. On n'est pas habitué souvent de faire ça, mais c'est là où ça devient hautement transformateur. Donc, le brouillard, ça peut parfois paraître être confortable, mais c'est aussi ce qui vous coûte le plus cher. Donc, c'était les 5 actions, je les répète. Décider, on communique les attentes, on les tient imputables et on permet l'équipe de se développer, puis à la fin, on doit mesurer. Ce sont vos 5 non négociables que peu importe où vous êtes rendu dans votre entreprise, vous devez faire. Donc, ces 5 pratiques ne changent pas avec ton chiffre d'affaires, OK? Ce qui change, c'est tes capacités humaines à bien les exécuter avec constance. C'est la clé du succès. Donc, je vais vous nommer un piège classique que je vois souvent, c'est qu'on les connaît, vous le savez, vous n'avez entendu parler, mais on en applique peut-être juste 2 ou 3. Alors, on va compenser avec les autres avec de l'effort, mais c'est ça qui finit par créer votre fameux plafond de verre. Donc, cette semaine, je t'invite à prendre 10 minutes. Note les 5 pratiques que je t'ai partagées aujourd'hui sur un... Prends-toi des notes pour les 10, OK? Sur 10, excuse-moi. Mets-toi une note sur 10 pour chacune des pratiques que je t'ai nommées. Puis, rends pas ça trop plus beau que ça l'est vraiment. Là. Fais les vraies affaires, sois lucide, puis regarde où ce que tu en es rendu. Et la pratique avec la plus basse note, OK? C'est exactement là que ton entreprise probablement plafonne en ce moment. Donc, je t'invite à le regarder. Alors, je termine avec ça. Encore une fois, tu as envie de transformer ta vie, tu as envie de sortir des opérations, tu as envie d'avoir des équipes autonomes et surtout structurer ta croissance ou mettre de l'ordre dans ton entreprise en ce moment parce que tu n'as pas de vie, tu n'as pas de soirée, tu n'as pas de fin de semaine.
Bref, tu portes le poids sur tes épaules. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On aide les entrepreneurs à sortir des opérations et on a l'accompagnement de la méthode Lead Focus qui sert à ça. Alors, si ça te passe, tu es un entrepreneur et que tu veux changer ta destinée, ton destin, puis continuer à avancer dans ton entreprise, on t'invite à réserver un appel avec nous. Et sur ça, je te dis merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.